écoutez, merci donc déjà de m'accueillir quelque part chez vous, hein, puisque ce mode webinaire fait que c'est moi qui viens à vous par le biais des ondes. L'objectif aujourd'hui, il est effectivement de faire un point sur les menaces digitales suite au Covid, puisque nous vivons une période un peu particulière et puis nous sommes en train d'en sortir de manière progressive. On aimerait que ce soit plus rapide, mais malheureusement, les contraintes médicales et sanitaires font que nous devons le faire différemment. Et donc, l'objectif pour nous est de vous donner quelques conseils pour préparer tout ça. Alors, tout d'abord, on va présenter rapidement la structure. Le but, c'est pas de passer trop de temps là-dessus, c'est juste pour que vous sachiez qui nous sommes, de manière à ce que, comment dirais-je, vous sachiez voilà, ce que nous faisons et pourquoi nous sommes là. Ensuite, on abordera la situation, le confinement et donc ce que ça a pu générer chez certains, le déconfinement, donc avec quelques conseils et comment revenir à certains basiques. Et comme le disait Olivier tout à l'heure, il y a une cellule chat discussion, enfin, converser dans le groupe. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis voilà, j'essaierai d'y répondre aussi bien que possible, de manière à ce que vous retrouviez les informations que vous êtes venus chercher. Alors, qui sommes-nous? Donc, moi, déjà, je suis Jean-Michel Dos Santos. Je suis le créateur d'Holistic. Je suis lauréat 2019 donc, du réseau Entreprendre. Je suis aussi secrétaire général du CLUSIR Nord de France, qui est un club donc, de sécurité informatique qui regroupe une bonne cinquantaine de structures avec en représentant les responsables de la sécurité de ces structures-là. Et en fait, c'est justement par expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté chez les entreprises, savoir par quel bout fallait attraper la problématique de la sécurité. Donc voilà, on a créé la structure autour de ça, donc avec un objectif qui est de vous accompagner sur la cybersécurité, surtout la gestion des risques numériques, qui aujourd'hui sont à la fois et numériques et sanitaires. On a une offre donc, qui se décompose en trois grandes parties. La première partie, c'est la gouvernance et la conformité. En gros, c'est comprendre quels sont les enjeux majeurs chez vous, ce qu'on appelle les activités essentielles qui vont devoir être protégées pour assurer la résilience. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on a prioritairement travaillé dans les entreprises ce qui était essentiel et ce qui allait faire que le business pouvait continuer à minima, indépendamment de la situation complexe que nous connaissons tous. Ça va nous permettre aussi donc, de définir les priorités de sécurisation et sécuriser ce qui est nécessaire. Donc du coup, optimiser les coûts et les délais sur ce que vous devez mettre en œuvre. Il y a une partie mise en conformité aussi, hein, tout ce qui est RGPD. Donc la période n'a pas forcément été très propice à la conformité RGPD, puisqu'on a vu partir beaucoup de choses, puisqu'on a plutôt essayé de protéger le business sur la période actuelle. Donc on a peut-être oublié qu'il y avait quelques réglementations. Mais voilà, ces réglementations existent. Ça peut être le RGPD, ça peut être le PCI DSS par exemple sur les terminaux de paiement, etc. Donc voilà, ce genre de choses que nous traitons. Et dans la conformité et la gouvernance, on travaille aussi la continuité de service avec l'analyse d'impact d'événements. Et là, aujourd'hui, tout le monde peut mesurer les impacts, en tout cas le début des impacts de la crise sanitaire. Et ça peut être donc la revue de ces politiques et des stratégies de continuité qui peuvent être mises en œuvre. Derrière, on accompagne à la mise en œuvre hein, par des audits et des pentests, de manière à savoir quel est l'état des lieux finalement de votre système d'information et de vos process, et puis derrière, vous aider à mettre en place ce qu'il faut pour que ce soit sécurisé. Et ensuite, on a toute une partie formation et sensibilisation qui est de permettre en fait aux utilisateurs de prendre conscience des risques encourus par l'entreprise et donc d'avoir les bons réflexes, donc les bons gestes, qui sont peut-être pas forcément tous barrières d'ailleurs, mais les bons gestes face à des menaces ou face à des comportements qui peuvent être suspects. Je précise qu'on est aussi partenaire référencé donc cybermalveillance.gouv.fr, qui est une plateforme de l'État qui permet de référencer donc les partenaires qui sont susceptibles d'accompagner les structures ou les particuliers dès lors qu'ils ont un incident de cybersécurité majeur. Voilà, donc on accompagne les structures, ça va jusqu'au dépôt de plainte et donc l'accompagnement de la plainte auprès des autorités. Voilà. Ici rapidement donc les coordonnées si vous voulez nous joindre, sinon dans tous les cas Olivier et moi on se tient à votre disposition si besoin pour échanger sur différentes problématiques.
Passons dans le vif, tout de suite au vif du sujet, qui est donc la situation actuelle. Première chose, c'est finalement qui peut affirmer qu'il était parfaitement préparé. On est dans une situation inédite. Et j'aime bien cette phrase de Conan Doyle, où finalement, voilà, ça nous rappelle peut-être qu'à des moments, on a oublié que les risques étaient là. Et quand nous travaillons sur les continuités, on nous dit, mais Jean-Michel, vous allez beaucoup trop loin. Ça n'arrivera jamais. Et en fait, l'histoire montre que finalement, ça peut arriver. Puisque dès lors que cette probabilité existe, un jour ça finit par arriver. Et ce qu'on va travailler, donc, ça va être ces risques-là, ça va être la pandémie, donc on l'a vu, ça peut être le temps qui passe, tout simplement, l'obsolescence des choses. On peut le voir dans le milieu industriel, par exemple, le feu, l'eau, les animaux. Il y a des événements qui peuvent arriver suite à des animaux, un employé, un concurrent, un pirate, un service gouvernemental aussi, etc. Et on va analyser donc effectivement les impacts sur les missions, les services, les gouvernances, les impacts financiers, les impacts d'image, etc. Et là, voilà, on est un petit peu sur la croisée de tous ces chemins, puisque finalement, cette crise sanitaire, on ne l'avait pas forcément vu venir, et la plupart d'entre nous n'étions pas prêts. Pourtant, ce sont des événements qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus c'est une étude donc, de Swiss Re Institute qui montre les coûts finalement, le nombre d'occurrences pardon sur le premier slide, sur le premier graphe à gauche et le coût sur le graphe à droite. On voit en fait qu'il y a quasiment autant d'événements en catastrophe naturelle que d'événements humains. Pour autant, ce sont bien les catastrophes naturelles qui coûtent le plus cher. Donc c'est un facteur qui est à prendre en compte dans la résilience de votre structure. Et dans les événements naturels, il y a effectivement la pandémie. Donc du coup, ces structures, celles qui ont en tout cas pensé à un moment donné qu'il était pertinent de travailler la continuité, on peut regarder celle par exemple de la supply chain. Donc ça, c'est une étude qui a été faite au niveau mondial par Rapid Ratings, où 62% des entreprises de la supply chain disaient avoir un plan de continuité face à une pandémie. Et au final, en fait, on va se rendre compte que seulement 29% d'entre elles ont un plan qui est réellement opérationnel. Donc l'importance de la préparation dans ce type d'événement, c'est que c'est pas au moment où l'événement arrive qu'il faut s'en occuper, c'est bien avant. Et quand il arrive, il faut qu'on soit prêt à dégainer pour être le plus efficient possible. Et pour autant, les événements, voilà, savons-nous capitaliser sur les événements? Qui est-ce qui se souvient encore de la grippe aviaire et qui a finalement mis en place des mesures et qui aujourd'hui est capable de les utiliser suite à la pandémie que nous rencontrons? 100% des grands groupes aujourd'hui prétendent avoir un plan de continuité. Ça peut s'expliquer pour différentes raisons. La première, c'est que ce sont des grands groupes qui ont pour la plupart une grande ancienneté, donc ont rencontré déjà des problèmes, donc forcément ont pu travailler sur ces événements. La probabilité aussi, parce que ce sont souvent des groupes qui sont multinationaux, donc ça leur permet de rencontrer des événements qu'on n'a pas forcément rencontrés en France, et qui ont aussi des exigences réglementaires, donc ça va les aider. Et donc si on regarde en fait en moyenne, finalement il n'y a que 58% des entreprises qui ont réellement formalisé un PCA. Constat encore plus accablant, avant les événements, donc en 2019, c'était une PME sur 10 qui disposait d'un plan de continuité. Et combien l'ont testé avant le 17 mars? Bon, après le 17 mars, je pense que la question ne se pose plus. Mais voilà, combien étaient prêts, combien l'avaient testé et étaient capables de se dire ok, si nous arrive quelque chose, on sera redémarré. On sera continuer notre activité suite à l'événement. Donc c'est bien l'histoire d'une préparation où finalement on se retrouve à devoir aussi organiser le travail différemment qu'en télétravail. On était 1,8 million d'utilisateurs en télétravail occasionnel ou régulier en 2019. Et aujourd'hui, on est 6,6 millions. Alors 7 millions a été annoncé par le ministère du Travail la semaine dernière. Donc voilà, ça a été une multiplication du nombre de télétravailleurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on a pu aussi continuer une partie de l'activité grâce à ça. Mais voilà, est-ce que nous étions prêts pour tout ça? C'est une bonne question. Les plans de continuité, donc on a vu, n'étaient pas forcément tous opérationnels ou voire existants.
Les infrastructures n'étaient pas forcément prêtes, et pourtant il a fallu s'adapter. Et la sensibilisation des personnes à travailler dans ce contexte-là n'est pas forcément, j'allais dire, à la hauteur de ce qui pouvait être escompté. Pour autant, tout le monde s'est adapté. On constate que finalement, l'infrastructure a tenu. Internet, malgré cette évolution du nombre de personnes en télétravail, qui a généré une augmentation du trafic de 30%, a tenu. On n'a finalement pas eu tant de soucis que ça. On a vu une accélération du click and collect et des drives, hein, puisque finalement c'était une solution aussi pour continuer le business, j'allais dire, dans cette période. Et on a vu un développement de solutions et de prestations à distance. Tout le monde s'est adapté. Donc finalement, on est, voilà, on est plutôt satisfait du résultat au final, puisque on voit d'où on part d'un point de vue plan de continuité. Et finalement, on a quand même beaucoup de structures qui ont réussi à poursuivre leur business. Quel impact donc sur le confinement, finalement en termes de menaces? Donc nouveaux usages, on a parlé, hein, on a expliqué le télétravail, etc. Donc c'est aussi une ouverture vers de nouvelles failles. Et ça, on va le voir parce que c'est certainement le premier élément marquant, pardon, de cette période. Et voilà, on a découpé ça en 4 parties. On va commencer par le Shadow IT, donc rapide définition du Shadow IT. En fait, c'est un terme qu'on utilise généralement pour définir tout ce qui est système, application non contrôlé par les directions des systèmes d'information, par les équipes informatiques. On va retrouver donc souvent des choses qui ont été pensées, achetées par les métiers, par l'utilisateur lui-même, pour répondre à un besoin, sans que ce soit forcément sous le contrôle de l'informatique. Donc la difficulté de ce genre d'outils, finalement, c'est qu'on va perdre le contrôle côté informatique. Par contre, il y a un côté donc, qui est très positif, d'où la petite photo du ninja quelque part, c'est qu'on va gagner en agilité, on va avoir accès à des services très vite, sans avoir la problématique, j'allais dire, de prise en charge par les services informatiques. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, ça a été un des éléments salutaires des solutions pour les gens en télétravail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrivait pas forcément à pouvoir travailler sur les systèmes d'information de l'entreprise, donc on s'est retourné vers des applications tierces, notamment sur le cloud. Bon, une que vous connaissez bien, puisque vous êtes dessus, c'est Zoom. Et Zoom qui a ouvert beaucoup de débats. D'ailleurs, on avait discuté avec Olivier quels étaient les risques de Zoom. Zoom a été un vrai cas d'école, parce que c'est une société donc, qui a été créée par un ancien de chez Cisco et de Webex, donc qui connaissait très bien les systèmes de visioconférence, qui a développé ça très très vite. Et donc du coup, au moment où on a cherché des solutions pour pouvoir faire des visioconférences et des vidéoconférences, Zoom s'est retrouvé devant toutes les solutions parce que simple d'utilisation, bon marketing, bonne intégration sur l'ensemble des terminaux. Donc une application clairement simple à utiliser, mais peut-être pas prête pour un contexte comme celui-ci. Puisque très rapidement, en fait, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait se connecter sans mot de passe. Et sans mot de passe, ben, on s'est retrouvé avec des gens qui se sont invités à des réunions sur lesquelles ils n'étaient pas invités. Donc ça pouvait être volontaire, c'est-à-dire que quelqu'un connaissait l'URL de connexion parce que présent sur un agenda ou autre et pouvait venir écouter ce qui se passe. Et puis des hackers se sont rendus compte qu'en fait, une séquence générique en fait, existait sur l'URL et donc on commençait à faire ce qu'on appelle du brute force, donc à scanner toutes les possibilités de l'URL pour pouvoir intégrer des visioconférences et éventuellement récupérer de l'information. Donc ça a été le premier souci. Deuxième qui a été un corollaire, c'est que le partage d'écran n'était pas contrôlé. Ce qui veut dire qu'en fait, n'importe qui pouvait diffuser des images. En tout cas, on pouvait diffuser son écran. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des images pornographiques sur des événements publics, ce qui en soi est clairement un problème. Et ils ont connu donc, une fuite d'informations, puisque 530 000 comptes ont été diffusés dans la nature. Donc ils ont malheureusement connu une faille et on fait la une aussi donc, par la diffusion donc, de nom et d'adresse mail d'utilisateurs de leur compte, enfin de leur application, pardon.
Donc Zoom a réagi très vite. Ils ont recruté en fait l'ancien chef de sécurité de la sécurité de Facebook pour pouvoir les aider finalement à mettre en place ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup plus de contrôle, ce qui fait qu'on peut travailler un petit peu plus sereinement sur Zoom. Et ils viennent de faire l'acquisition, donc ça c'est aussi une méthode très, très américaine, d'une société qui fait du chiffrement de bout en bout pour pouvoir venir sécuriser leur offre et faire en sorte de rester une solution incontournable en termes de visioconférence. La deuxième partie, donc encore une fois, ce sont des failles qui sont relativement connues, hein, ou en tout cas, on n'a pas eu forcément, on n'a pas vu, pardon, de grosses innovations, si ce n'est mettre à profit l'état émotionnel des structures, enfin de la situation, pardon, et donc des gens et des collaborateurs des entreprises, parce que voilà, un des éléments qui fait que les gens vont être moins vigilants, c'est le fait de se retrouver dans une situation qui est pour eux non confort, on va dire non confortable, en tout cas sur un état émotionnel qui est différent, et qui fait que du coup les barrières de vigilance vont sauter les unes après les autres. Et ça va être le cas par exemple sur le phishing. Donc pour rappel, hein, le phishing, donc c'est des mails que vous allez recevoir et on va vous demander d'aller cliquer sur un document vérolé ou sur un lien malveillant, de manière à essayer de vous récupérer soit de l'information, soit des accès. Et Google a détecté, par exemple, sur le Covid, qu'on avait 18 millions de spams liés au Covid par jour en ce moment. Donc, vous voyez, c'est loin d'être neutre. Et on va jouer donc, sur votre sensibilité, compte tenu du contexte. Et on va, par exemple, vous demander de faire un don en Bitcoin pour aider à la recherche, par exemple. Et là, typiquement, je peux vous assurer que non seulement vous n'allez pas aider les victimes, mais en plus, vous allez être aussi une vraie victime, puisque finalement, vous ne toucherez personne, finalement, si ce n'est la personne malveillante qui, elle, va encaisser les bitcoins. On s'est retrouvé donc derrière avec des usages de faux, c'est-à-dire qu'on va dans la continuité de ce phishing, on va avoir par exemple l'apparition de fausses cagnottes. Donc appel à la générosité, des gens qui vont se dire on va tout simplement demander aux gens de donner et puis nous on va récupérer les sous. Donc ça on en a vu un certain nombre. De fausses boutiques typiques, parce que j'ai envie d'acheter la chloroquine, puisque tout le monde m'a dit que la chloroquine allez m'aider, donc je vais le faire en préventif comme Donald Trump, où je dois acheter des masques parce que il me faut des masques et j'en trouve pas. Et on se retrouve avec un black market, donc avec un marché au noir d'éléments défectueux. Enfin, chloroquine, vous pensez acheter la chloroquine, vous achetez de la poudre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ils ont aussi profité de la situation télétravail, donc les personnes qui se retrouvent donc confinées à la maison, pour essayer de détourner les abonnements Netflix, par exemple, ou Disney+, où on a une recrudescence de tentatives de détournement. Et nous, en tant qu'acteurs donc la plateforme cybermalveillance dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons reçu des appels de particuliers qui avaient donc payé par leur carte bleue, pensaient avoir souscrit un abonnement Netflix à 8 euros en mode découverte et qui se sont retrouvés débités de 85 euros et n'ont jamais eu d'abonnement Netflix, quoi. Donc voilà, on a des acteurs malveillants qui ont su profiter de cette situation en mettant à profit finalement le contexte actuel. À titre d'information d'ailleurs, pourquoi ça les intéresse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un profil type sur le black market, enfin sur le dark web, pardon, d'une personne, ça se revend jusqu'à 1200$ en fonction de l'information dont on dispose, le nom, le prénom, l'adresse mail, numéro de carte bleue, etc. Si vous avez un compte Netflix, un compte Amazon, etc., qui peut être réutilisé et qu'il a été récupéré, voilà, un profil complet peut être vendu jusqu'à 1200$. Donc vous comprenez pourquoi ça peut intéresser ces gens-là d'aller chercher des informations par tous les moyens possibles et imaginables. Ce qu'on a vu arriver aussi, ce sont les fake news. Beaucoup de fausses informations. Mais c'est pas pareil, ce n'est pas un phénomène récent, puisque Facebook, en 2019, a supprimé 5 milliards de comptes de fake news. Il faut savoir, c'est qu'il y a des organisations qui génèrent des comptes de manière quasi automatisée pour pouvoir diffuser de l'information, qui, pour la plupart, bien évidemment, n'est pas la bonne information.
Et donc, dans une finalité aussi, et bien évidemment, c'est de récupérer ces données donc pour les fameux profils qui vous représentent en fait et qui ont une valeur sur le marché. Et donc, partie qui va nous concerner beaucoup plus encore, c'est la partie post-utilisateur, puisque on est bien dans un milieu professionnel hein, et on a tous essayé de travailler de manière à sauver nos activités. Donc business first, ça c'est clair, et donc on a organisé notre télétravail. Donc l'organisation du télétravail, donc c'est fournir l'accès effectivement à tous mes utilisateurs aux outils qu'il a besoin pour pouvoir faire correctement sa mission. Ça va être l'accès à Internet, ça va être l'accès à la compta, ça va être l'accès à tout ce dont il a besoin pour pouvoir faire correctement son travail. Et parfois, il n'y a pas assez de matériel dans l'entreprise et rupture de stock chez les grossistes. Donc voilà, il nous est arrivé de voir passer effectivement des postes non préparés, voire demander aux gens de travailler sur des postes personnels non adaptés à la sécurité de l'entreprise. Et c'est pas grave, business first, on avance. Donc en parallèle, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre l'accès direct aussi à l'entreprise, puisque la personne n'a pas pu avoir son poste, n'a pas pu avoir son VPN. Donc on va dire, c'est pas grave, on va faire en sorte que tu puisses quand même travailler. On verra après comment on sécurise, mais voilà, il faut que tu aies accès à tes outils, donc on va t'ouvrir l'accès. Puis, comme tu es quelqu'un qui doit travailler un petit peu plus que d'habitude, voire peut-être sur un périmètre un petit peu plus large, on va ouvrir d'autres droits parce qu'on ne sait pas trop, finalement, les personnes qui doivent normalement étudier les droits d'accès ne sont pas forcément disponibles ou ne savent plus trop. Donc, on va ouvrir un petit peu plus largement les droits d'accès aux différentes applications, à la RH par exemple, à la compta, aux fichiers, etc. Et on oublie le principe du moindre privilège. Et à un moment donné, ce qu'on souhaite tous, c'est le déconfinement. Ce matériel, tel un cheval de Troie, va revenir au sein de l'entreprise, avec tout ce qu'il a vécu pendant cette période de déconnecté. Et on va voir quels sont les impacts de ce type de retour par cette phase que nous sommes en train de vivre maintenant, qui est le déconfinement et qui intègre aussi un déconfinement donc, informatique. Donc pour bien redémarrer et en toute sécurité, quels vont être nos gestes barrières? On va regarder ça tout de suite. Tout d'abord, état des lieux. Nous sommes sur un système d'information qui a évolué, qui s'est adapté à une situation complexe et inédite. Donc on a mis du télétravail, donc on l'a évoqué avant, avec tout ce qu'on a pu évoquer, nouveaux outils, nouvelles habitudes, repères différents, des droits et habilitations qui ont été donnés pour pouvoir continuer le business sans forcément l'ajuster comme on l'aurait dû. Des systèmes d'information qui, eux, se sont retrouvés gelés. Il est hors de question de faire évoluer des systèmes d'information pendant une période aussi complexe. Imaginez si la production informatique dans un grand groupe tombe, ça veut dire que le PCA ne servira à rien. Donc on a gelé ces systèmes-là. Et on a des données qui sont parties sur d'autres applications, donc, Shadow IT dont on parlait tout à l'heure. Et ces données-là, on a perdu le contrôle, on ne sait pas si elles sont sauvegardées, on ne sait pas forcément où elles se retrouvent. Et il va falloir qu'on travaille autour de ces éléments-là pour justement se réapproprier la propriété finalement de ces données. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter 10 mesures relativement simples qui vont être graduées. On va commencer par celles qui sont accessibles tout de suite, et j'allais dire par un niveau de maturité, sécurité standard. Et ensuite, on va aller vers des mesures plus en plus complexes, et en fonction, j'allais dire, de la maturité et du niveau, j'allais dire, de sensibilité à la sécurité de votre entreprise et des moyens dont elle dispose. Donc les mesures basiques, en fait, on va retrouver la première chose, ce sont les mises à jour. Parce que vous savez que les mises à jour de nos postes intègrent régulièrement des mises à jour de sécurité, puisqu'elles viennent corriger des failles qui ont été détectés par les éditeurs et les constructeurs. 2 mois confinés, le système d'information n'a clairement pas évolué. Donc on va première chose, appliquer les mises à jour qui sont nécessaires pour revenir dans un état normal. On parle bien évidemment des postes de travail, mais on parle aussi des serveurs et des outils de sécurité, bien évidemment. On va vérifier que les protections sont toujours actives. Nos antivirus, nos firewalls, nos sondes de détection, etc., etc. Tous les éléments de sécurité que vous avez mis en œuvre ont forcément eux aussi
vécu une phase de confinement, donc il est important d'aller s'assurer qu'ils sont à jour, s'assurer qu'ils sont encore actifs, qu'ils n'ont pas été désactivés justement pour pouvoir faciliter le télétravail pendant le confinement, et donc s'assurer que tout est opérationnel et qu'on continue à être protégé. Et on revient à ce fameux poste de travail que nous avons laissé partir. Il va revenir, il va se raccorder à l'entreprise, au système d'information, et donc avant de le raccorder, il va falloir s'assurer qu'il est propre, parce qu'il est lui-même potentiellement un vecteur de contamination. Donc s'il n'a pas le Covid, il peut avoir autre chose. Et donc il est important de s'assurer qu'il va pouvoir être raccordé correctement. Donc en fonction de vos systèmes, vous allez pouvoir travailler sur soit une repréparation de poste, soit juste passer l'antivirus, etc. Après, ça dépendra effectivement de quel était déjà le niveau de sécurité de cet équipement nomade. Mais en tous les cas, il va devoir être contrôlé. Dans les mesures intermédiaires, on va venir sur plutôt la manière dont on a traité l'information pendant cette période. J'évoquais le fait que les données étaient potentiellement parties sur des outils tiers en mode cloud. Il est important de reprendre la main sur ces données. Peut-être pas forcément les réinternaliser. Là, après, c'est une question de stratégie, à vous de voir ce qui est pertinent ou pas pertinent de faire. Et ce qui est clair, c'est qu'il est important de les réintégrer dans le système, de manière à ce que, dans votre système d'information, de manière à ce qu'elles soient tracées, connues, sauvegardées, et donc on assure la pérennité de ces données. Deuxième aspect, c'est la sauvegarde. Il est important de s'assurer que les sauvegardes ont fonctionné. C'est pas parce qu'on a été confiné que les hackers se sont arrêtés, et donc on a vu passer encore des attaques type ransomware, donc rançongiciel. La seule solution finalement pour être tranquille en cas d'attaque rançongiciel, et encore tranquille, je pense que le terme est un doux euphémisme, je pense que c'est plus complexe que cela, mais sans sauvegarde réelle, vérifiée et donc opérationnelle, le rançongiciel peut être fatal pour une entreprise. Je rappelle que 60% des structures PME qui ont subi une attaque rançongiciel ferment dans les 6 mois, d'où l'importance de ces sauvegardes. Partie habilitation, donc on l'a évoqué tout à l'heure avec les accès externes, on a ouvert, c'était important, il fallait qu'on continue le business. Comment on fait pour revenir à la normale? Donc c'est l'occasion, au moment du déconfinement, de reprendre chacun des droits et s'assurer que les personnes ont bien ce qu'on appelle donc nous le principe du moindre privilège, c'est on ne donne que les droits qui sont nécessaires à l'exécution de la mission pour le collaborateur. Ça évitera les petits logiciels qu'on a installés sur les PC à la maison, etc., et qui peuvent être accessibles par des tiers. On n'a pas la maîtrise sur les PC personnels de nos collaborateurs. On ne sait pas qui se connecte dessus. Mesure avancée, donc là on rentre donc sur un step un petit peu plus loin. Pour ceux qui ont déjà une infrastructure dite de sécurité, on va recenser et analyser les incidents de sécurité. C'est eux en fait qui vont nous permettre aussi de savoir si on a été attaqué pendant la période de confinement et si éventuellement on a une compromission. Et donc du coup devoir mener des opérations de remise à niveau et de restructuration quelque part de ces éléments de sécurité pour faire en sorte que votre informatique reste et efficiente et protégée des acteurs malveillants. Donc là, bien évidemment, pour les structures qui n'ont pas ces éléments de sécurité, c'est plus compliqué. Pour les structures qui ont déjà mis en place des firewalls, des sondes, etc., c'est le moment de s'en servir, de s'assurer qu'effectivement, il ne s'est pas passé des choses pendant qu'on ne regardait pas. Et donc pour toutes les structures, hein, quel que soit le niveau de maturité, on va faire un petit rétex, on va regarder ce qui s'est passé, donc on va faire le bilan, savoir là où on a été bon et là où on a été moins bon, se réapproprier les basiques de la sécurité, et on va anticiper, parce qu'on ne sait pas s'il y aura des rechutes ou s'il y aura d'autres événements, et comme on l'a vu, le travail pour assurer la résilience, le travail du dirigeant, est bien de s'assurer qu'il y a un PCA qui soit opérationnel. Donc ce sera l'occasion effectivement de remettre à plat ce qui a été correctement fait, ce qui ne l'a pas été, et préparer la suite des événements. Donc pour cela, on suggère une petite démarche relativement simple. Le but, c'est plutôt vous donner
un fil conducteur. Après, chacun adapte en fonction de son système d'information. Donc ça va commencer par une strate de pilotage, puisque l'objectif, ça va être de suivre quelques petites tâches qui ne sont pas très complexes, mais qui sera important de travailler. La première, c'est d'analyser votre surface d'exposition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par surface d'exposition? C'est je dois connaître finalement quels sont les accès à mon système d'information, qu'ils soient internes, externes, dans le cloud, etc. Donc voilà, c'est reprendre chacun des items de mon système d'information, qu'il soit poste, qu'il soit logiciel, qu'il soit service, et m'assurer qu'on a bien repris le contrôle sur l'ensemble des éléments. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos collaborateurs, hein, c'est eux qui ont utilisé, c'est eux qui ont, pour la plupart, trouvé les solutions alternatives. Ils seront vos meilleurs alliés finalement pour vous aider à reformaliser, recartographier quelque part votre système d'information. La deuxième partie, c'est la revue des droits et habilitations, comme je l'évoquais tout à l'heure. Le principe du moindre privilège, on fait en sorte que chaque collaborateur ait les droits minimums nécessaires pour pouvoir correctement travailler, ni plus ni moins. Reprise en main donc du Shadow IT, ce qu'on évoquait. On va récupérer nos données pour pas qu'elles traînent. On va les cartographier et on va éventuellement les réintégrer dans le système d'information pour venir l'enrichir, pouvoir continuer à travailler sur tout ce qu'on a pu développer pendant la période. Pour les éléments à risque, donc ça va être les postes nomades notamment, on va les mettre en quarantaine. Le principe, c'est bien de se dire qu'on ne les raccorde pas comme ça à l'entreprise, hein, avec tous les risques que ça induit, mais on va s'assurer qu'ils sont décontaminés eux aussi avant de les remettre sur le réseau. On va donc les contrôler, s'assurer que ces équipements ont un comportement correct et qu'ils ont été corrigés. Et ensuite, dernière étape, c'est mise en place d'une supervision préventive et pas uniquement sur la période des confinements. L'objectif, il est de s'assurer qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on ne perd pas en niveau de sécurité et on reste protégé. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, sachez que on a mis en place un flash diag. L'objectif, c'est de manière très très rapide vous donner un état des lieux de votre situation pour savoir si effectivement il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ces liens-là. Ils sont là pour ça et le but c'est bien évidemment de vous aider.